Roger-Marc Moreau, vous êtes détective privé, bonsoir. Bonsoir. C'est un métier, c'est vrai, qui a une drôle de réputation. Dans l'esprit du public, c'est souvent, on fait appel à eux quand un mari volage ou une femme frivole crée des soupçons d'infidélité. C'est toujours une demande forte, les conjoints jaloux? Ça existe toujours. C'est à la demande des avocats pour étayer des procédures de divorce. Ils ont besoin d'administrer la preuve qu'il existe une infraction, c'est-à-dire l'adultère, par exemple. Mais c'est plus un délit, l'adultère. Ce n'est plus un délit depuis de nombreuses années. Depuis 1975, ça n'est plus un délit pénal. Tout à fait. Ça l'était avant. Toutefois, lorsque c'est une relation suivie, ce sont des faits graves et renouvelés qui rendent encore intolérable le maintien de la vie commune, dit le texte, ce qui permet de gagner peut-être une procédure au tort exclusif. C'est quoi le tarif quand on fait suivre quelqu'un comme ça pour prouver un éventuel adultère? C'est des douces, Emmanuel? C'est extrêmement variable, puisque les honoraires sont libres, il s'agit d'une profession libérale, et par conséquent, tout dépendra du cabinet. D'ailleurs, on n'a pas le droit de faire d'entente sur le montant des honoraires. Il n'y a pas, par exemple, de tarifs syndicaux. Je crois que ça varie entre 80 € et 200 € de l'heure. De l'heure? Ah oui. Ah oui, donc c'est cher. Vaut mieux avoir confiance. De toute façon, oui, il vaut mieux avoir confiance. Georges Fenech, vous êtes aujourd'hui député, vous avez été magistrat. C'est légal de suivre quelqu'un à son insu? Dans un lieu public, oui. On peut très bien filer qui on veut, à condition que ça ne vienne pas du harcèlement ou des voies de fait, évidemment. Mais à partir du moment où on franchit un lieu privé, là, on a le droit à sa vie privée. L'adultère, je précise, était puni d'emprisonnement uniquement pour la femme, pas pour l'homme. Oui, c'est toujours incroyable. ça, vous avez remarqué? D'emprisonnement? Jusqu'en 75, 3 mois d'emprisonnement. Ah ouais. Vive les luttes féministes. Hein. Ouais. Alors, je voudrais dire aussi que pour les constats, il n'y a pas besoin de débourser, pardonnez-moi, 1 €, parce qu'il suffit d'aller voir le juge aux affaires familiales qui rend une ordonnance qui permet d'entrer dans les lieux à 6 h du matin avec l'huissier, avec le commissaire et constater l'adultère. C'est toujours prévu par la loi. Alors, c'est une profession, je dirais, qui n'a pas toujours une bonne image, qui est aujourd'hui en quête de respectabilité. Depuis à peu près 1 an, d'ailleurs, les choses se sont cadrées. Pour être détective privé, il faut, en plus d'avoir un casier judiciaire vierge, avoir un certificat d'aptitude. Capucine Henry est allée nous expliquer ce que vous enseignez aux futurs apprentis détectives. Ce jour-là, Roger-Marc Moreau n'est pas en filature. Il est venu à Montpellier donner un cours à l'Institut de formation des détectives privés. Tout le monde est là, non? Oui, tout le monde est là. Étudiants en droit, anciens militaires, chaque année, ils sont une quinzaine à apprendre ici la profession de détective privé. D'enquêtes qui sont à la disposition. Les privés n'ont pas les mêmes pouvoirs que les policiers. Les gens qu'ils interrogent ne sont pas obligés de leur répondre. Les détectives doivent donc les convaincre de parler. La personne peut avoir des précisions. Exercice pratique. Bonjour monsieur, je me présente, agent de recherche pour l'agence X, Mademoiselle Le Dormeur, Myriam. Voilà ma carte professionnelle. Agent de recherche? Qu'est-ce que c'est l'agent de recherche? Détective privé. Ah, vous êtes détective. Sujet de l'exercice, la disparition d'une jeune fille. Les parents, inquiets, ont mandaté un détective pour obtenir des renseignements. Parce que j'aurais aimé savoir si vous aviez plus d'informations à son sujet. Ah, Mademoiselle Z, mais je la connaissais très bien. Oui, elle était avec ma fille à l'école. Au départ, je vous avais dit que vous deviez faire adhérer la personne à votre mandat. Alors vous dites, je voudrais des informations sur cette jeune fille qui a disparu. Et si vous vouliez faire adhérer la personne à la cause que vous défendez, vous auriez peut-être dû dire, je suis mandaté par la famille qui est très inquiète. Et je viens vous demander, est-ce que vous avez un élément quelconque qui pourrait nous aider à savoir ce qu'elle est devenue? Oui, exactement. J'aurais dû y penser. C'est quand même plus efficace, voyez-vous? Depuis 1 an, la loi impose de passer par ce genre d'école pour devenir détective. Jusqu'alors, n'importe qui pouvait poser sa plaque. Il suffisait de s'inscrire en préfecture. En 10 ans, le nombre de détectives privés a plus que doublé. On n'est donc pas obligé de répondre à un détective privé. On vient de voir les méthodes que vous enseignez pour inciter les gens à vous répondre, mais j'imagine quand même que quand vous sortez votre carte, ça en jette, non? Oh, vous savez, on n'est pas non plus obligé de répondre à un policier, finalement. Ah bon? Rien n'oblige le citoyen comme ça de répondre. Et en fait, nous, le détective a des méthodes différentes. Vous êtes convoqué, Voilà, sauf s'il y a une commission rogatoire. Ouais. Mais en règle générale, le détective, lui, va essayer de faire adhérer la personne qu'il entend à la cause qu'il défend. Car à l'origine de son mandat, il faut qu'il y ait une cause légale, morale et légitime.
Par conséquent, puisqu'on défend une bonne cause, il n'y a pas de raison de cacher des éléments. Mais la carte, quand même, j'imagine que ça en jette un peu. Vous avez votre carte avec vous, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a l'insigne bleu, blanc, rouge, par exemple, comme pour la police? Il n'y a pas d'insigne bleu, blanc, rouge. C'est une carte tout à fait simple. Ah oui, Ouais. on vous confond Il y a avec écrit les quoi policiers, dessus? alors. Agent de recherche, Agent de puisque c'est recherche. l'appellation Ouais. officielle. D'accord. Et comment on l'obtient, cette carte? Alors actuellement, elle est délivrée par l'Ordre conventionnel des détectives, qui est un organisme qui a été créé pour délivrer notamment les cartes aux personnes qui seront inscrites au tableau de l'Ordre. Est-ce que vous avez des contacts privilégiés avec la police, demande Géraldine? Pas vraiment, ça dépend des agences évidemment. Nous avons parfois affaire au service de police dans le cadre des enquêtes. Ah, mais est-ce qu'ils vous Mais- sollicitent? Non, ils ne nous sollicitent pas. Sauf si eux-mêmes ont besoin de nos services. C'est arrivé. En ce moment, je traite un dossier Vous leur donnez des tuyaux parfois, sur ça un arrive? policier qui s'est vu condamné. Il conteste sa culpabilité. Il va aller devant la cour d'appel et il a souhaité faire étayer le dossier. Donc même les policiers, lorsqu'ils en ont besoin, peuvent être amenés à faire appel à un agent de recherche. Parmi les détectives privés, il y a beaucoup d'anciens policiers à la retraite, donc les réseaux, j'imagine, sont communs. Vous confirmez, vous êtes aussi détective privé. C'est vrai qu'il y a des liens très forts entre les détectives privés, la police, des réseaux, le fisc et d'autres. Tout à fait. Il y a à peu près 30% des directeurs de cabinet qui sont d'anciens fonctionnaires, soit de la gendarmerie d'ailleurs, soit des anciens policiers. Mais je crois que la préfecture leur interdit de professer pendant 4 ans ou 5 ans. Une fois qu'ils ont Quand donné. ils ont quitté leur fonction, C'est tout à fait exact. C'est tout à fait il y a un exact. délai de viduité de 5 ans. Voilà. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est que de par leur ancien métier, ce sont les gens les plus documentés et les plus expérimentés pour faire le métier de détective privé. Alors, on va voir quel type d'enquête vous faites. Il n'y a pas que les filatures des maris ou des femmes jalouses. Il y a beaucoup d'autres choses, notamment des patrons aujourd'hui qui surveillent leurs salariés et font appel à des détectives privés. Et puis aussi des contre-enquêtes judiciaires. On en reparle dans un instant après une courte page de pub. À tout de suite. Retour en direct sur le plateau de Merci pour l'info. Profession détective privé, un métier qui intrigue, Nathalie. Beaucoup de réactions de téléspectateurs. Oui, peut-être même fait fantasmer. On se demande, en tout cas Henri se demande si les détectives portent des armes. Puisqu'on faisait le posez la parallèle question. avec les policiers. Ah bah, vous êtes détective, je Mais préfère vous la écoutez, poser à vous. vous savez, en général, la connaissance du droit, une bonne formation, sont des armes plus efficaces qu'un parabellum. Donc en France, le détective, pas plus que l'huissier de justice ou l'avocat, ne possède de port d'armes. Interdiction de porter une arme. Non, non, c'est une profession libérale, c'est réservé à l'administration. Alors, vous êtes spécialisé dans les contre-enquêtes judiciaires. C'est vrai que les avocats font souvent appel, peuvent faire appel à des détectives privés pour refaire des enquêtes quand ils estiment que la personne qui a été condamnée l'a été peut-être injustement. Georges Fenech, quand vous étiez magistrat, est-ce que ça vous gênait ou ça vous aidait que des détectives privés puissent contre-enquêter sur des affaires que vous aviez suivies? C'est pas acceptable qu'il y ait une enquête parallèle à l'enquête officielle. À partir du moment où un juge est saisi, un juge d'instruction, à partir du moment où il y a des commissions rogatoires, on ne voit pas ce que viendrait se greffer une enquête parallèle par un enquêteur privé. Hein. Il est Donc, arrivé parfois qu'un détective privé ou un enquêteur privé puisse reconsidérer un dossier. ça ne peut que compliquer le dossier, ça ne peut que le gêner, ça ne peut que le polluer quelque part. Hein. Ça vous Et a jamais aidé? C'est même risqué pour le détective privé, je parle un peu sous leur contrôle. Parce que, imaginez qu'ils aillent voir un témoin qui a été entendu ou qui doit être entendu par l'officier de police judiciaire. Il s'expose éventuellement à une poursuite pour subornation de témoin. C'est aussi un risque pour eux. Donc, le détective privé, moi, je le vois très bien, effectivement, j'ai rien à redire en tant que magistrat lorsque l'affaire est terminée. Lorsqu'il y a une demande de révision, par exemple, de procès, qu'il y ait de nouvelles, peut-être, éléments qui soient apportés, etc. Mais C'est dans ce pendant- cas-là souvent d'ailleurs qu'ils Mais interviennent. oui, pendant l'enquête officielle, certainement pas. Ça vous a jamais aidé? Ben, quelquefois, quand même, je dois reconnaître que ça peut apporter un élément. Exemple J'ai le souvenir, une fois, d'avoir instruit une histoire un peu particulière. C'était la vente d'un étalon. Et en fait, c'est cheval. un cheval. Vous savez qu'un étalon, il a quelques qualités. Oui, Et ça peut valoir très cher. Au Et niveau, donc, au niveau de la saillie. c'est même sa qualité principale. C'est sa avec qualité nous. principale. Et apparemment, celui-ci n'avait plus cette qualité-là. Donc, il y avait une plainte de l'acheteur pour escroquerie. L'autre disait que je ne savais pas, parce que mon étalon était en parfait état de santé, de virilité. Et puis, on m'avait apporté une conversation enregistrée qui montrait qu'en fait, il y avait bien, l'acheteur connaissait bien, etc. Alors, attention, une conversation enregistrée privée, c'est interdit par la loi. Hein, ce sont des procédés qui ne sont pas utilisés par ces messieurs, ils le savent très bien. théoriquement, vous n'avez pas le droit de On les peut pas. utiliser. Ça vous arrive Mais- de les utiliser, les écoutes?
Jamais? Bien évidemment, jamais. Non, les écoutes, c'est... Bah, comment il a fait pour en avoir une, Ouais, alors, de conversation enregistrée, si ça n'arrive Bah, jamais? là, il y en a une qui est arrivée. C'était pas vous, hein, Il y en a d'ailleurs, une- mais il y en a une qui est par un arrivée. détective Et privé. d'ailleurs, même si elle est illégale, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit qu'on peut la recevoir dans un dossier d'instruction. D'accord, c'est C'est illégal, assez mais ça peut amoral, servir quand même à nourrir le dossier, c'est ce que vous assez dites. amoral, oui. c'est En vrai. matière pénale, C'est uniquement. incroyable, ça. Oui, en matière pénale. Illégal, mais ça sert à nourrir le dossier. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il paraît qu'il y a aussi une tendance très forte aujourd'hui, c'est les patrons qui font appel à des détectives privés. Alors, pour espionnage industriel, ça peut arriver, il y a eu des exemples. Mais pour une chose qui nous concerne tous, c'est pour fliquer et suivre leurs salariés. Alors, vous, par exemple, Gérard Thomas Brondeau, vous êtes détective privé. Est-ce que vous disposez de moyens pour enquêter, par exemple, avant embauche sur la moralité des salariés? Tout simplement, nous vérifions le cursus et les diplômes que les futurs candidats déposent chez les patrons. C'est-à-dire juste pour vérifier qu'ils ont bien le bac, Absolument. la licence, est-ce qu'ils annoncent? Vous Et vérifiez sachez pas que autre chose? non, c'est 50% des dossiers qu'ils remettent sont des cursus inventés ou exagérés. Nous vérifions également, c'est vrai, les raisons des départs chez leur ancien employeur. Je me souviens d'un directeur qui nous avait sollicité pour engager un futur associé, mais il savait qu'il avait été renvoyé pour vol. Donc nous sommes déplacés en province pour rencontrer le dernier employeur qui nous a confirmé la chose, mais en même temps il nous a dit que c'était un très bon élément, très professionnel et un bon meneur d'équipe. Alors j'ai fait mon rapport, je pensais que ce patron n'allait pas engager ce monsieur, pas du tout, mais tout ce que vous m'avez dit je le savais, mais je veux avoir une confirmation pour mon conseil d'administration, et grâce à votre rapport, je l'engage. Donc vous voyez que nos résultats ne sont pas forcément négatifs envers les personnes sur qui nous faisons l'enquête. Est-ce qu'il arrive que des patrons vous sollicitent pour vérifier si un employé, un salarié est bien en congé maladie, comme il Tout le à dit? fait, c'est de plus en plus fréquent d'ailleurs. Ah oui? Alors vous les Eh filmez? ben, nous les pistons, nous les filmons, nous les suivons, ce qui est tout à fait légal. Nous les C'est prenons- légal, ça? Ah oui, Ça c'est peut à avoir la une valeur sécu de légale faire ça, face au normalement. prud'homme Je s'il ne y a un sais pas si c'est licenciement la sécu ensuite? qui fait ça, en tout Ah bah cas. si, c'est à la sécurité eh sociale de ben, faire ça. je oui. ne me permettrai pas de Non, me mais mettre à leur place. si vous voulez, l'enquêteur privé n'a aucun autre pouvoir, aucun pouvoir que celui d'un simple citoyen. Tout à fait. Il faut se rappeler de ça. Il n'a d'ailleurs, aucune de ses missions n'est prévue par le Code de procédure pénale. Il n'existe pas au regard du Code de procédure pénale. Mais par contre, ce que dit monsieur est très juste. Il peut parfaitement faire lui-même des vérifications, comme vous-même, vous pourriez le faire en téléphonant, etc. Comme Et à vous ce moment-là, pourriez surveiller vos ce sont des éléments qui peuvent être pris en compte, effectivement, par l'employeur, voire même par un juge, mais ça n'a pas d'autre valeur qu'un simple témoignage. Au prud'homme, par exemple, ça peut avoir une valeur juridique. Mais il n'y a aucune raison que le Conseil de prud'homme ne lise pas ce qu'on apporte sous forme de témoignage, bien sûr. Mais je croyais que la loi disait qu'un salarié, pour que c'est une valeur juridique, s'il devait être suivi par son employeur, devait le savoir. S'il ne le sait pas, si c'est fait à son insu, ça n'a pas de valeur juridique. Effectivement, ça pose un petit problème pratique parce que c'est difficile de suivre les gens discrètement s'ils sont prévenus. Mais rien n'empêche un employeur de mettre dans le contrat de travail au départ que son futur salarié pourra être susceptible d'être surveillé occasionnellement. Et il paraît pense d'ailleurs qu'il y a pas, de plus en plus de clauses dans les Je contrats ne où on pense dit... pas que cette clause soit vraiment légale, hein, ça c'est à vérifier, parce que là c'est quand même une atteinte à la vie privée. Il paraît Dire, qu'il y a j'accepte des clauses d'être- dans les contrats où on dit le salarié pourrait Et en fait- être surveillé. en Et fait, donc, il s'agit- Au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise. Ah oui, bah, au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise, mais par exemple, il paraît qu'il y a des, pour les VRP, les commerciaux, il y a des patrons aussi qui, quand ils voient qu'un de ces commerciaux voit son chiffre d'affaires descendre, eh ben, le fait suivre, ça peut arriver. C'est arrivé, et d'ailleurs c'est arrivé aussi que nous démontrons l'inverse, à savoir que ce VRP soupçonné à tort fait son travail tout à fait normalement et que la conjoncture économique fait qu'il n'a pas réussi son chiffre d'affaires, comme nous avons aussi démontré que ce VRP, au lieu d'aller travailler, prenait sur son temps de travail le fait d'ouvrir une société parallèle et concurrente ou d'aller avoir des maîtresses, ce qui n'est pas interdit, mais pas dans le cadre du travail. Ce que vous confirmez, en fait, c'est que c'est une tendance de marché, comme on dit, qui se développe. Oui, en 30 ans, Les nous avons remarqué entreprises cette qui, évolution, de plus tout à en fait. plus, font appel à vous. Je confirme. Même pour des vols, parfois, à l'intérieur de l'entreprise. Oui, alors le vol dans une société a un nom très précis, c'est le coulage de matériel. Chez les sociétés de transport, c'est malheureusement très fréquent, notamment les 3 mois qui précèdent les fêtes de Noël, où là, il y a disparition de magnétoscopes, de télévision, de lecteurs de DVD et autres. Et comment vous faites pour découvrir ou pour prouver qu'il y a eu un Sans vol? rentrer dans les détails, parce qu'évidemment, il y a des gens qui nous regardent, des gens malhonnêtes, hein, j'entends bien, eh bien, par des filatures, toujours, des filatures régulières. Nous déterminons l'emploi du temps précis
et les dépôts du matériel, adresse qui devrait être connue de la part de notre employeur. Autre chose étonnante, il paraît que vous faites aussi des filatures d'enfants parfois. Alors ça, c'est incroyable. Alors, il faut bien préciser que c'est de la demande des parents. Oui, ben ça, j'imagine Malheureusement, bien, à notre époque, les parents manquent de communication avec leurs enfants, notamment à l'école et à la sortie des écoles. Et les parents étant débordés nous demandent de jouer un peu leur rôle et de suivre leurs enfants pour savoir ce qu'ils font après l'école. Soit on les rassure, soit au contraire, on leur dit qu'il faut faire attention parce qu'ils sont dans un circuit un peu bizarre. Et c'est surtout pour des adolescents, par exemple? Oui, des adolescents, oui. Ou des mineurs, d'ailleurs. Je vois Georges Fenech oui, lever les yeux. L'ambiance dans la famille. Hein, oui, c'est pas très drôle, mais c'est la seule solution qu'ils ont. Je trouve que là, il y a une démission des parents qui est vraiment inquiétante de devoir recruter un détective pour faire suivre ses enfants. Nous ne faisons que constater ce fait de société. Mais vous n'avez jamais d'état d'âme par rapport à des choses comme celle-là, par exemple? Le seul état d'âme, c'est que nos clients soient satisfaits et nous avons l'impression de rendre service. Ouais, il faut, je le répète quand même, qu'il y a une cause légale, morale et légitime. Alors j'imagine que quand il intervient dans ce domaine, c'est peut-être parce que les parents soupçonnent que ce garçon soit entre les mains de personnes qui le raquettent ou d'un problème de drogue, de stupéfiants. Oui, c'est souvent des problèmes de drogue. Des cas extrêmement extrêmes. Précis. Merci en tout cas pour vos témoignages. Une profession qui, effectivement, aujourd'hui se discipline, crée un code de déontologie et se développe. Et vos témoignages en sont la preuve. Merci. Et une profession qui est souvent à l'origine de beaucoup de livres, Emmanuel, et nous, des livres, on va en parler ce soir, comme tous les vendredis, avec Jérôme Béglé, qui nous parle de l'actualité littéraire. Et là, Jérôme, ce soir, bonsoir. Bonsoir Nathalie, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Une révélation, oui. Un best-seller, un jeune homme que personne ne connaît. Regardez-le bien, il a 29 ans, il est professeur d'économie dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, et tel que vous le voyez là, vous ne le connaissez pas, pourtant il a vendu 300 000 exemplaires d'un livre qui s'appelle « Et après » en France Loisirs.